Voilà, dernière vidéo concernant l'intégration, on avait commencé donc une intégrale, enfin une primitive, pardon. Enfin, de toute façon c'est une intégrale indéfinie, mais enfin bref. Euh, une primitive qui était racine de x plus 1 sur racine de x dx. Voilà. Ceci, n'oubliez pas que elle a été terminée, hein. Donc l'intégrale c'était, vous allez voir en annexe 9. En annexe 9, cette vidéo-ci, je vais la consacrer à l'annexe 10 du calcul intégral de cette fonction aussi. Donc, l'annexe 9 avait pour but de calculer complètement cette intégrale-là. Et toutes les annexes étaient, je veux dire, toutes des calculs intégrales intermédiaires pour aboutir à cette solution. Donc, au bout du compte, il y avait 9 annexes, y compris avec celle-là, ça fait 10 annexes. Voilà, 10 annexes. Justement, ici, j'arrive à la 10e annexe parce que bien que j'ai calculé le calcul intégral, il fut un temps, dans ce calcul intégral, j'ai dit, on avait ceci, il faut aller revoir la vidéo précédente, hein. On avait 2t' de sécant cube t, et j'avais dit qu'il fallait me croire à propos du t', du calcul de la dérivée du t'. Voilà. Et cette annexe, justement, bon, 2 c'est une constante, hein. Sécant cube de t, bon, ça reste sécant cube de t, vous pouvez aller voir la vidéo précédente, ça ne change rien, sécant cube de t, il n'y a pas eu de changement, j'ai laissé ça comme ça. Par contre, t', c'est une dérivée de t'. Or, t, c'est arc sécant z. Et z, c'est racine carrée de x plus 1. Il faut aller revoir toutes les annexes précédentes pour bien comprendre ça, sinon vous ne comprendrez pas ce que je raconte. Voilà, c'est une suite logique, il faut commencer de l'annexe 1, puisque si j'ai fait les annexes dans une séquence logique, il faut les suivre. Sinon, si on arrive là, on ne comprendra rien du tout. Voilà, donc ici, euh, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait une séquence logique d'annexes, hein, chacune euh, venait, venait apporter enfin, son grain au moulin pour aboutir au résultat de la primitive qui est ici. Donc, il a fallu 9 annexes parce qu'il y avait pas mal de primitives et de calculs différentiels, plus euh, des preuves par différenciation, euh, pour bien montrer qu'on était dans le bon chemin, pour aboutir à la finalité de la primitive que voici qui est terminée. Je répète, hein, pour bien me faire comprendre, elle est terminée en annexe 9. Mais j'avais dit que dans l'annexe 9, le t', il fallait me croire concernant la dérivée de t arc sécant z. Mais maintenant, cette fois-ci, je vais le prouver. Je vais prouver que ce que je racontais en annexe 9, hein, que j'avais donné pour acquis, pour argent comptant, mais je veux dire, je vais le prouver ici. Voilà. Alors, pour ça, il faut voir la fonction t arc sécant z. Bon, tout d'abord, on va faire... Donc, moi, mon but ici, je vais prendre... comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, Donc ici, c'est bien, il fallait pas faire de calcul de primitif, c'était juste une dérivée de t', hein. Donc une dérivée de ceci. Dérivée de t', c'est dérivée arc 50 z. Sachant que z, hein, il y a une fonction, c'est une fonction de fonction. Voilà. Bon, alors comment exprimer une fonction de fonction? Eh bien, on écrit y égale arc 50 v. Voilà. V étant une fonction. Ici, je vais changer de variable, hein. Je ne vais plus appeler z, mais v. Pour me faire comprendre. Et y, non plus t égale arc séquente z, mais je vais prendre, pour les explications, t est égal arc séquence, y égale arc séquente de v, et v est une fonction. Ici, je vais prendre, dans ce cas-ci, une fonction de x. Voilà. Et z était ici une fonction de x aussi, hein, parce que z valait racine carrée. Si on reprend z, c'est égal à racine carrée de x plus 1, donc z est une fonction de x. Voilà. Mais je vais juste substituer t par y et z par v, tout simplement. Ça ne change rien, je veux dire, aux explications, parce que je dois donner des petites explications avant de calculer cette fameuse dérivée t', donc y'. On va calculer y'. Hein. Moi, le but avait été fait auparavant, hein, j'avais dit de me croire, hein, c'était t', donc on va calculer, euh, on avait calculé ceci, j'avais donné la réponse toute faite, et j'avais dit, bon, j'allais faire une annexe 10,
pour le prouver, eh bien, je vais prouver ce T' que vous T. Allez revoir la vidéo numéro 9 pour bien comprendre ce que c'est que ce T' là. Voilà. Donc, ici, on va calculer Y', et donc la dérivée de arc sécante V. Voilà. On va calculer ceci. Bon, mais tout d'abord, je reprends, comme je l'ai dit, Y égale arc sécante de V, où V est une fonction de X. Bon, tout d'abord, il faut déjà percevoir cette fonction. Cette fonction est définie pour toute valeur de V, sauf celles qui sont comprises entre, on va dire, moins 1 et 1. Bon, ici, on va mettre V, hein, V de X, et là, on va mettre Y. Voilà. Donc comme on vient de dire, pour toute valeur entre 1 et moins 1, donc ici, la fonction, en fait, n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc, euh, euh, voilà. Donc, enfin, disons que, comment est-ce que je vais dire ça? Euh, voilà. Donc, la fonction est définie pour toute valeur de V, sauf celles qui sont comprises entre moins 1. Donc, en fait, entre moins 1 et 1, je veux dire, la fonction n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de point relatif à V qui donne un Y. Il n'y a pas de V qui donne un Y. Voilà. Contrairement à au-delà de 1 et au-delà de moins 1, on aura pour tout V, on aura une continuité. Un V va donner un Y, tout V va donner un Y, donc elle sera continue à droite de 1 et à droite de moins 1. Le but, c'est pas de faire l'étude de la fonction. Hein. Donc, je veux dire, je pourrais le faire, mais c'est pas le cas ici. Alors, je vais rendre la fonction uniforme, et pour ça, je vais choisir donc des X positifs et les valeurs comprises entre 0 et pi demi. Donc, en fait, ça se décompose comme ceci. Hein. Je vais essayer de le faire comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, ici, pour V de X, donc ici en 1, on a ceci, ceci. Alors, ici, on aura... Le but, c'est pas de faire une étude graphique. Hein. Je pourrais le faire, l'étude complète, mais c'est pas le cas. Donc, j'ai ça ici, ça là, ça ici. La même chose ici. Enfin, ces espèces de... On va dire, c'est des espèces de paraboles retournées comme ceci. Hein. Ouais, entendons-nous bien que arc sécante, l'arc sécante, c'est la sécante. Faut savoir que la sécante, hein, ici c'est l'arc, hein, c'est l'arc sécante. C'est la réciproque de la sécante. Et la sécante, c'est 1 sur cosinus. Hein. Sécante, si j'appelle sécante U, eh bien, la sécante de U, c'est l'inverse du cosinus U. Et l'arc sécante, c'est la réciproque de la sécante de U. Voilà. Donc ceci, c'est la réciproque de la séquence. Bon, je peux encore continuer comme ceci. Je ne sais pas si on voit. Hein. Continuer indéfiniment. Hein. Bon, ici, de nouveau, j'ai une parabole qui est comme ceci. Hein. Et au-dessus, donc j'ai une infinité de paraboles comme ceci. Voilà. Et ici, par exemple, sur la droite, j'ai une parabole sur 2. Voilà. Alors, ici, le Y. Le Y, ici, on a 0. Je vais mettre en vert. 0. Attention que le Y, c'est un arc, hein, puisque c'est la fonction arc sécante. Donc, comme c'est la réciproque de la sécante, c'est un arc.
Donc, j'ai 0, pi demi. Donc 0, pi demi. Puis, pi demi après, ici, j'ai pi. Puis encore pi demi un peu plus loin, 3 pi demi, etc. Voilà. Donc on a 0. Là, on aura moins pi demi. Là, on aura moins pi demi, ce qui fait moins pi. Et là, on aura moins 3 pi demi. Voilà. En fait, il faut en fait diviser en parties de pi demi, comme ceci, pour pouvoir tracer les fonctions. Voilà. Et donc, ici, on voit bien qu'elle est comprise entre moins pi demi et pi demi, celle-ci. Celle-ci, elle est comprise entre moins pi demi et moins 3 pi demi. Par contre, celui-ci, ici, on aura moins 3 pi demi. Moins pi demi, ça fait... Ici, on a en moins 2 pi. Et après, on a moins 2 pi, moins pi demi. Donc, moins 2 pi, moins pi demi, ce qui fait moins 5 pi demi. Donc ici, on sera en moins 5 pi demi. Et le V, bien sûr, comme je l'ai dit, le V, il est compris entre 1 et moins 1. Pas confondre l'axe ici, l'axe des X, enfin l'axe des V, pardon, qui est dépendant de X, qui est une fonction de V, et l'axe des Y. Hein. Donc ici, on voit bien que on a moins 3 pi demi. Celle-ci est comprise entre moins 3 pi demi et moins... Enfin, 3 pi demi et 3 pi demi. Celle-ci est comprise entre moins pi demi et pi demi. Celle-ci est comprise entre moins pi demi et moins 3 pi demi. La suivante est comprise entre moins 3 pi demi, moins 5 pi demi, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et puis, il y en a une qui va se retrouver là. Donc, en fait, vous voyez que c'est, on va dire, c'est un effet alternatif. Hein, je veux dire... Et puis, on va se retrouver là, 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 etc. Bon. Alors maintenant, on va voir pour l'arc séquente. L'arc séquente, euh, en fait, elle est définie, bien sûr, il faut la rendre bijective. Je ne vais pas expliquer ici les fonctions réciproques, c'est pas le but, ni ce que c'est qu'injectif, surjectif et bijectif. Le but n'est pas là, parce que bon, je risque de m'étaler, ni de faire l'étude de la fonction, parce que bon. Mais c'est juste de montrer que la fonction arc séquente, ben, pour qu'elle soit réciproque, elle est définie entre, c'est ceci, entre euh, euh, 0, entre 0 et pi demi. Donc, quand V tend vers l'infini, mais le Y il tend vers pi demi. Voilà donc la fonction arc séquente. Elle est définie, voilà. J'aurais pu prendre un autre intervalle, un autre intervalle de définition, mais j'ai pris celui-là. Donc, j'aurais pu prendre cette partie-là et cette partie-là pour le définir, mais j'ai pris entre le plus classique, le usuel qu'on utilise en mathématiques. Bon, hein, quand on prend un arc séquente, ben, on utilise de 0 à pi demi. Donc, dans ce cas-ci, comment dire, hum, voilà, ça c'est si euh, donc si V est positif, si V est positif, eh bien, on va définir cet arc-là, donc de 0 à pi demi, et donc si V tend vers l'infini, le Y tendra vers pi demi. Voilà. Bon, maintenant, pour l'autre branche qu'on va définir, hein, pour l'arc séquente, on va définir donc de moins pi demi, non, on va définir de moins pi à moins pi demi. Voilà, la branche ici.
Donc, quand v tend vers moins l'infini, le y va tendre vers moins pi demi. Voilà. Donc, la fonction, en fait, n'est tout bonnement que ceci. Et ça, c'est pour une raison de rendre la fonction, on va dire, bijective. Voilà. Faut voir les fonctions réciproques. J'ai donné une explication, je veux dire, euh, succincte comme ça, hein, très vite. Mais en fait, il faut partir de la séquente, et à partir de la séquente, faire rendre la fonction bijective, et puis, bon, prendre, je veux dire, voilà, prendre, je veux dire, des branches, deux branches spécifiques. Voilà, et là, on a arc séquente V. Voilà, ça c'est, on va dire, la fonction. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la dérivée, parce que c'était le but, c'est pas d'étudier la fonction. Je ferai l'étude une autre fois de la fonction arc séquente, à partir de la fonction séquente, et à partir de la fonction 1 sur cosinus, bien sûr, parce que la séquente c'est 1 sur cosinus. Mais en fait, comme je dis ici, le but c'est pas ça. C'est de chercher notre fameux T', hein, qui m'intéresse le plus. Donc j'ai donné une explication succincte, je veux dire, très rapide, de la fonction arc séquente à partir de la fonction séquente. Voilà. Donc c'est une fonction de séquente et arc séquente sont des fonctions réciproques, et donc il faut partir de la fonction séquente pour construire la fonction arc séquente. Mais maintenant on peut directement tracer la fonction arc séquente sans aucun souci à partir de n'importe quoi, hein, d'un logiciel, d'une calculatrice, et de la tracer, il n'y a pas de problème. Ou de faire l'étude complète de la fonction arc séquente directement sans passer par la fonction séquente. Mais généralement, on part de la fonction séquente et on recherche sa réciproque arc séquente pour la tracer. C'est comme ça qu'on fait. Et on fait une bijection, et la bijection nous permet d'aller d'étaler, je veux dire, le domaine de la fonction réciproque. Voilà, donc ici, et de tracer la fonction réciproque. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on repart sur nos bases, y égale arc séquente v, de v de x. Voilà. Nous, on va calculer donc y'. Bon. Tout d'abord, il faut savoir que v, c'est égal à quoi? V, c'est la réciproque. Hein. Si je fais ceci, si y égale arc séquente v, si je prends la séquente de y, si je prends la séquente de y, ouais, et si je prends la séquente dans chaque membre, hein, la séquente à gauche et la séquente à droite. Voilà. La séquente de l'arc séquente, en fait, ça fait V. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que V est égal à séquente de Y. Oui, si Y égale séquente, arc séquente de V de X, fatalement, si je prends la séquente dans les deux membres, ben, je prends la réciproque. Si je prends une fonction, je prends un argument V de X, la fonction V de X est là, j'en prends sa séquente, et puis je reprends son arc séquente, mais je retombe sur l'argument V, donc V de X. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc, une réciproque la réciproque, si je prends une fonction et sa réciproque, ben j'obtiens l'argument tout court qui est V de X. Voilà. Donc, ici, j'ai respecté l'égalité puisque j'ai pris la séquente dans chaque membre. Voilà. Donc, V est égal à séquente de Y. Bon, on part sur cette base-là. Bon, ben, on va calculer quoi? On va calculer V'. Ouais, mais le problème, n'oubliez pas que V est une fonction de X. Donc, c'est une fonction de fonction. Donc, je ne peux pas écrire ça comme ça. Je dois écrire, parce que là, il y a un abus, c'est d'écrire dv est égal à V' est égal à dv sur dx, parce que c'est une fonction par rapport à la fonction de X. Voilà. Alors, on sait bien qu'il faut dériver par rapport à X, quoi? La séquente de Y. Oui, mais la différentielle de la séquente, on l'a vu dans une des annexes. Donc je ne vais pas y revenir. Je vais tout simplement dire ce que ça vaut. C'est séquente Y
tangente y, voire une des annexes, je sais plus c'est laquelle, la séquence, je sais pas si c'est l'annexe 2 ou l'annexe 3, il faut aller la voir. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça, c'est une formule directe. C'est une formule directe. dv est égal, dv sur dx est égal séquence de y tangente de y. Bon. Revenons à ce tableau-ci, j'en ai besoin. J'ai plus besoin de la fonction. On sait bien à quoi elle ressemble la fonction. Elle a cette branche-là et cette branche-là. Et on va continuer la suite. Donc ici, la fonction arc séquence, c'est juste pour montrer à quoi elle ressemble. Bon, je veux dire... Bon, donc ici, on est arrivé à dv sur dx égale séquence y tangente y. Bon, alors... Non, ici, attention qu'ici, non. Je m'excuse ici. C'est dv, non pas sur dx. Non, 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 non. C'est par rapport à y, je dérive par rapport à y. Ouais. C'est par après que je ferai intervenir la fonction de fonction. Ici, v est toujours une fonction de x, mais je n'ai pas encore dérivé par rapport à x. C'est simplement par rapport à y. Voilà, je m'excuse. Hein. Donc ici, c'est dv de x sur dy. Voilà. Là, on a dérivé par rapport à y. Voilà. Je m'excuse. C'est pas par rapport à x. Voilà. Parce que je vais faire intervenir une fonction de fonction par rapport à x. Pas tout de suite. Tout d'abord, je m'occupe pas de x pour l'instant. C'est ça que je veux dire. Je dérive par rapport à y. Donc, c'est bien v', il n'y a pas d'abus. Donc, si je fais v', ben, je dérive directement par rapport à y. Voilà. Donc, dv. Donc, je m'excuse pour ce que j'ai dit comme bêtise juste auparavant. Je fais v', c'est dv sur dy. Hein, mais je n'ai pas encore dérivé par rapport à la variable x. Je vais le faire incessamment hein, dans la suite. Et donc, dv sur dy égale séquente y, tangente y par... Ça, c'est une formule que j'ai développée dans une annexe, comme je l'ai dit. Bon, je reprends ceci. Donc, j'ai dit que dvx, c'est une recopie de ce que je dérive, est égal à séquente y, tangente y. Bon. Alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire dy sur dv. Ben, dy sur dv, c'est l'inverse. J'ai juste pris l'inverse. Voilà. J'ai juste pris l'inverse. Donc, maintenant, je vais faire intervenir la variable x. Alors, comment je vais faire? Ben, je vais multiplier ici par dv de x. Et là, fatalement, pour garder l'égalité, hein, conserver l'égalité, je vais multiplier par dv de x. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par dx. Donc, c'est une manière de faire apparaître, dans chaque membre, bien sûr, pour conserver l'égalité, c'est une manière de faire apparaître bon, la dérivée par rapport à x. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on peut simplifier, je veux dire, dv sur dx de ce côté-là, et il va rester dy sur dx. dy sur dx, et là, j'ai bien une dérivée de y directement par rapport à la variable x, directement, et non plus par rapport à son intermédiaire qui est v. v est une fonction de x. Là, auparavant, on avait dv dy par rapport à v. Hein, on avait, attention qu'y est une fonction de v, mais v est une fonction de x. Voilà. Auparavant, on avait y, la dérivée de v par rapport à y, on a retransformé dérivée d'y par rapport à v, et maintenant on va faire la dérivée de y directement par rapport à x. Voilà, par rapport donc on a, en fait ici, on a x, y, x, v, y. Donc y est dépendant de v, et v dépendant de x. Voilà. C'est une fonction de fonction en fait. Hein.
Donc, dy sur dx, que vaut dy sur dx? Parce que je n'ai pas oublié, je n'ai pas effacé un terme ici. Si, je crois que j'ai effacé un terme sans faire exprès ici. Parce que si on était ici, donc on a multiplié par dv ici, je dois multiplier par dv ici. dv de x. Et on a divisé par dx dans chaque membre, voilà. Voilà, sans faire exprès, j'avais enlevé quelque chose. Bon, alors là, on est dans le bon. On est dans le bon. Ce qui veut dire dy sur dx, c'est quoi? C'est y' qui est égal à 1 sur sécante y tangente y. dv sur dx. On sait bien que je vais mettre dv. Hein. On sait bien que c'est fonction de x. Hein. Voilà. Alors ceci, je vais le remonter ici. C'est comme si j'écrivais ceci. Voilà, dv. Donc ici, j'ai la dérivée de v par rapport à x. C'est fort important, cette formule-là. Hein. Parce qu'on va retomber sur nos pattes. Bon, ayant ceci, je réefface ça parce que j'ai des besoins de place. Donc on a dit que y', on vient de le voir, c'est la dérivée de v par rapport à x sur sécante y tangente y. Et le tout, c'est de définir qu'est-ce que c'est cette sécante y. En fait, on avait dit que y est égal à arc sécante v. Donc si je prends sécante y, mais je prends la sécante de arc sécante, on l'a fait auparavant, arc sécante d'arc sécante v, et arc sécante de arc sécante de l'argument v, mais ça fait v. Donc sécante y égale v. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut dire que v égale sécante y? Donc je vais remplacer ici. Hein, ici on va laisser dv sur dx. D'accord? Et le sécante y, on va l'appeler v. Voilà que vaut le sécante y. Il vaut v. Donc, sécante y par rapport à v, ça vaut v. Exactement. Voilà. Maintenant, cherchons que vaut tangente y. Ben, on sait bien que 1 plus tangente carré y, c'est égal à 1 sur cos carré. Je peux faire la démonstration ici, mais c'est pas le but. Hein, je veux dire, ouais, parce que je vais le faire tout de suite. Hein. Comme ça, c'est fait. Bon, donc je vais faire la démonstration de ceci. Je vais le démontrer. Donc, ce qui fait 1 plus sinus sur cosinus au carré, ce qui fait 1 plus sin carré y sur cos carré y. Donc, tangente carré, sin carré, cos carré. Ouais, donc ici, ça fait, je m'excuse, si je mets en cos carré ici, je vais refaire convenablement parce que sinon, ça fait 1 plus cos carré. Voilà, 1 plus cos carré. 1 plus cos carré. Et donc, si je mets le 1 c'est cos carré sur cos carré. Voilà. Et là, on a bien sin carré plus cos carré, ça fait 1. Donc, on a bien 1 sur cos carré de y. Voilà la démonstration. Donc, on sait bien que je viens de prouver que 1 sur tangente carré, 1 plus tangente carré y est égal à 1 sur cos carré. Mais 1 sur cos carré, c'est 1 sur sécante carré. C'est sécante carré, pardon. De y. Voilà. Donc, j'ai une relation de tangente y carré à sécante y carré. Sachant que la sécante vaut v. Donc, voilà, je peux trouver la relation. Je peux retrouver la relation de la tangente y par rapport à v. Facilement. Regardez, je vais le faire tout de suite. Ce qui fait tangente carré y est égal à
sécante carré y moins 1, puisque le 1 passe de l'autre côté, ça fait moins 1. Voilà. Et pour avoir la tangente, il suffit de prendre la racine carrée. Et comme on sait que sécante carré, sécante y vaut v, on a v carré moins 1, racine carrée. Donc on aura ici tangente y fois racine carrée de v carré moins 1. Voilà, et là je viens de définir la dérivée d'arc sécante. Donc, n'oubliez pas qu'on avait pris y est égal à arc sécante v. Voilà, v de x bien sûr. Donc, la dérivée par rapport à x de arc sécante v de x, c'est égal à quoi? C'est égal à différentiel de v par rapport à x sur v fois la racine carrée de v carré moins 1. Voilà la formule que j'avais appliquée dans l'annexe 9. Mais maintenant, je vais vraiment l'appliquer et vous démontrer que ce que j'avais écrit auparavant était bon. Et pour ça, on va revenir ici. Bon, rappelez-vous, le 2, je n'avais rien fait, j'avais juste recopié le 2. Le sécante cube t, j'avais juste recopié le sécante cube t. Par contre, ici, on va appliquer t', ce qui m'intéresse, t', avec t égale arc sécante de z, et z est égal à racine carrée de x. Autant dire que ici, le v, c'est z. Dans mon cas ici, le v, c'est z. Et le x, c'est x. Et z dépend de x. Comme v dépend de... Ici, v dépend de x. Et ici, z dépend de x. En fait, c'est juste que dans la formule, le z, c'est v. Et le t, c'est y. Bon, ça change rien. Bah, on va regarder après ça. Donc, ici, on va voir dv y' est égal à y' est égal à dv sur dx, le tout sur v sur racine carrée de v carré moins 1. Voilà. Ça, c'est la formule générale d'arc sécante v. Bon, maintenant, on va l'appliquer, sachant que je dois dériver t'. T', c'est y'. Voilà. Je dois dériver t' qui est égal à arc sécante z, sachant que z vaut racine carrée de x plus 1. Donc, il suffit de mettre arc sécante de racine carrée de x plus 1 à dériver. Voilà. Voilà. Et c'est ça que j'avais mis directement la formule auparavant. On va dériver ça. Donc, il faut faire d'abord la dérivée de v par rapport à x. Donc, v étant ici, v il est là, v de x est là, ou z de x, ça dépend si c'est par rapport à la formule ou par rapport au traitement mathématique fait ici dans ce cas de figure-ci. V vaut x, de toute façon. Eh bien, la dérivée d'une racine carrée, c'est facile. X plus 1, racine carrée à dériver, c'est x plus 1, exposant 1 demi à dériver. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a 1 demi, puisque on sait bien que une fonction exposant un exposant, ça fait n fois n-1. L'exposant devient n-1 fois f', bien sûr. Il faut la dériver f'. Voilà. Donc, ici, je dérive l'exposant.
ça fait x plus 1 x plus 1 exposant moins 1 demi, ce qui fait fois la dérivée de x plus 1. Ouais, c'est une fonction de fonction. Mais la dérivée de x plus 1, bon, la dérivée de x ça fait 1, la dérivée de 1 ça fait 0. Donc ceci, la dérivée de x plus 1 vaut 1. Donc il va rester quoi? 1 demi racine de x plus 1. Voilà. Et si je regroupe le tout, ça fait ceci. Donc ceci s'écrit comme ceci. 1 demi racine de x plus 1. Et la dérivée de x plus 1, ça fait 1. Donc ce qui veut dire que le dv ici sur dx, je viens de le faire, c'est la dérivée de ceci, de l'argument. dv sur dx, c'est dériver l'argument. C'est dériver l'argument intérieur, c'est-à-dire le z ici. Et le z est une fonction de x, je dois dériver ceci. Donc en dérivant l'argument racine carrée de x plus 1, mais j'obtiens 1 sur 2 racine de x plus 1. Voilà pour le dv sur dx. Maintenant, voyons voir le v. Donc on a dit... le v, on a dit que c'est le z. Dans notre cas, ici, le z vaut... on a dit y est égal à arc sécante z. Et arc sécante z, c'est arc sécante racine carrée de x plus 1. Voilà. Donc, le v, c'est tout simplement l'argument. Donc, l'argument, le v est là. Il suffit d'aller chercher l'argument et le retaper là. C'est ce que je fais. Racine carrée de x plus 1. Il ne faut rien faire d'autre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà pour... voilà. Maintenant, on va faire le... on va faire ce terme-là, enfin ce facteur-là. Ça, c'est v carré moins 1. V carré moins 1 avec une racine carrée. C'est v carré moins 1 avec une racine carrée. Autant dire que c'est ici, dans le calcul ici, v vaut z, hein, c'est z carré moins 1 racine carrée. Bon. Mais z c'est racine carrée de x plus 1. Voilà que vaut z. Si je le mets au carré, il restera x plus 1. Voilà. Si je le mets au carré, racine carrée de x plus 1 au carré, ça fait x plus 1. Si je fais moins 1, voilà, et je dois prendre la racine carrée. Voilà. Et ça, c'est ce qui doit venir ici. Mais si je fais plus 1 moins 1, il va rester racine carrée de x. Donc, racine carrée de x. Et c'est ce qu'on avait trouvé auparavant. C'est ce que vous avez dit de me faire confiance et que je démontrerai. Ben voilà, c'est démontré. Bon, maintenant, il fallait remettre ça dans le bon endroit. Ça, c'est une fraction. Et ça, c'est une fraction aussi, si je mets sur 1. Ce qui fait 1 sur 2 racines de x plus 1 fois 1 sur racine carrée de x plus 1 fois racine de x. Ce qui fait 1 sur 2 racine de x plus 1 fois racine de x plus 1, ça fait x plus 1 fois racine de x. Voilà. Et on avait trouvé ça dans un des facteurs. Bien sûr, dans l'exercice précédent, la annexe 9, si vous regardez, il y avait 2t', séquente cube de t. Donc il fallait encore faire x2. Hein, et les deux tombaient comme ceci. Donc il ne restait plus que ça. Et en fait, il restait encore séquente cube de t. Et la séquente cube, ben, la séquente cube valait quelque chose. La séquente cube valait quelque chose. Et donc il y avait une simplification entre ça et ça. Bon, mais ça, il fallait revoir l'annexe précédente. Hein. Dire,
Le séquente cube donnait, si je m'en souviens bien, x plus 1 exposant 3 demi. Exposant 3 demi. Il faut aller voir l'annexe précédente, je m'en rappelle plus tellement. Ce qui fait que on avait une simplification entre ça et ça. Déjà, on n'a plus de 2. On n'a plus de 2. Voilà. On n'avait plus de 2. On n'avait plus de 2. Et donc, on avait normalement une simplification entre l'exposant ici et cet exposant là. Bon, on avait 3 demi. Si je fais 3 demi moins 1, je vais essayer avec 3 demi parce que je me rappelle plus ce qu'on avait dans l'annexe 9. 3 demi moins 1, ce qui fait 2 demi. 3 demi moins 1 moins 2 demi, ça fait 1 demi. C'est ça. On avait bien ceci. Donc le séquente cube de t donnait ceci, x exposant 3 demi exposant 1. Et donc on avait ceci. X plus 1 exposant 1 demi sur racine de x. Et donc on avait bien racine de x plus 1 sur racine de x. Et c'était la primitive pour laquelle on avait calculé. Donc la preuve était bien faite par là que la réponse que j'avais trouvée auparavant était bonne. Elle était bonne. Tout corrobore et on trouve bien, je veux dire, ceci. Donc tout est bon. Tout est bon. Mais ça, il faut aller voir l'annexe 9. Ça, c'est un complément à l'annexe 9. Tout simplement, il y avait une formule d'arc séquente. J'avais dit, bon, je vais la calculer. Je mets directement la formule. J'avais mis directement ceci. J'ai dit, je vais mettre directement la formule. J'ai dit, voilà, j'avais mis ceci. Mais j'ai dit, je ferai une nouvelle vidéo annexe 10 dans laquelle je vais te démontrer ceci. Eh bien, tout est démontré ici. Comment j'avais trouvé ceci? Enfin, comment? Là, je l'ai posé directement là-bas. Hein, parce que via la formule-ci. Parce que je l'avais en tête, j'avais fait cette formule-ci en tête. Mais là, je l'ai redémontré complètement. Et donc, et maintenant, hein, tout corrobore pour dire que toutes les annexes sont bonnes. Que ce soit de l'annexe 1 à l'annexe 10. Et que la primitive qu'on a calculée, qui est racine carrée de x plus 1 dx, le résultat qu'on avait trouvé était bon, puisqu'on avait dérivé cette réponse pour trouver, je veux dire, racine de x plus 1 sur racine de x. Donc, on a primitivé racine de x plus 1 sur racine de x dans une des annexes, et on a fait la preuve dans une autre annexe. On a redérivé, pour voir si ce qu'on avait primitivé était bon. Effectivement, tout était bon. Et donc, là, c'était une annexe supplémentaire pour démontrer, je veux dire, l'arc séquente qu'on avait besoin. On avait besoin de l'arc séquente pour... on avait besoin de l'arc séquente pour calculer cette intégrale. Autant dire maintenant, je vais résumer les choses, cette intégrale-là, pour parler, je veux dire, pour ainsi dire, cette intégrale-là, hein, si on veut faire tous les développements possibles, je l'ai fait en 10 annexes, ce qui veut dire qu'il faut au moins minimum 2 heures pour faire une intégrale pareille. Hein. En écrivant, en écriture, il faut 2 heures. Hein. La pensée, déjà la pensée de une, deux, l'écrire, hein, ne pas se tromper, parce que si on perd un autre chemin, et c'est long. Vous voyez que dans les 10 annexes, j'ai fait 10 longs calculs. Enfin, elles sont pas toutes longues, mais certaines sont longues. Mais maintenant, si quelqu'un ne faisait pas des annexes telles que j'ai expliqué dans une telle calcul de primitive, à ce moment-là, le calcul serait très très important. Je veux dire, bon, on risque de s'y perdre dans le calcul de primitive, on risquerait de s'y perdre. Donc, pour éviter de s'y perdre, l'idéal, quand on calcule des choses complexes, c'est comme j'avais expliqué avec les fonctions en informatique, quand ça devient trop complexe, on fait des fonctions pour splitter, pour, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, parce que l'être humain est une personne organisée, donc elle s'organise à faire des choses de telle manière à ce que ça soit pas trop complexe et qu'on s'y perd. Voilà. Elle prend des points de repère, elle crée des divisions comme ça, organisées, qu'elle peut aller chercher à certains moments dans un tiroir. On va dire comme un tiroir, on va chercher ce qu'il faut dans un dossier. Hein. On sait bien que le tiroir est rangé par là, par là, par là. On sait bien où ils sont rangés les tiroirs. Donc, on a notre propre dossier, nos propres fonctions, nos propres annexes. Voilà, et tout ça fait que, bon, on décomplexifie, je veux dire, certaines choses. Voilà. Et généralement, ça se passe comme ça. Pour décomplexifier, ben, il faut organiser de manière à splitter, je veux dire, pour
comment dire, s'y retrouver, s'y retrouver. Parce que un tel calcul, si on devait le faire, je veux dire, en une fois, je veux dire, bon, on prendrait, je veux dire, énormément de place de 1. 2, ça risque d'être lassant. 3, on risque de ne pas aller jusqu'au fond. Il faut des choses, alors que bon, en splittant, on split chaque chose, hein, et à partir de là, on peut trouver. Ça c'est que, mine de rien, aussi, c'est une fonction, on va dire, on a une racine carrée. Bon, x peut prendre n'importe quelle valeur, hein. X peut prendre n'importe quelle valeur, bien sûr, compris dans le domaine, hein. Si on est dans R, hein, si on est dans R, il faut rechercher le domaine. hein, Quand je dis peut prendre n'importe quelle valeur, du domaine, bien sûr, du domaine de ceci. Si on est en dehors du domaine, hein, on peut pas mettre, si on est dans R, on peut pas mettre des valeurs en dehors du domaine. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez que c'est des racines carrées. Donc, si ce sont des valeurs en dehors du domaine, bon, on peut avoir des valeurs entières, mais on peut avoir des valeurs, on va dire, euh, irrationnelles, hein. On peut avoir des valeurs irrationnelles. Voilà. Par exemple, euh, euh, voilà, on peut avoir des valeurs irrationnelles. Et à un moment donné, on peut avoir aussi des valeurs rationnelles, hein. À un moment donné, on peut avoir des valeurs, certaines irrationnelles, d'autres rationnelles. Mais vous voyez qu'à partir de valeurs rationnelles ou irrationnelles, ben, on tombe dans des fonctions, bien que ce soit des racines carrées, c'est ça que je veux dire, bien que ce soit des racines carrées, on retombe sur des fonctions trigonométriques. Voilà. Et la trigonométrie va aider énormément à calculer ce type d'intégration. Voilà. On voit bien que quand on a des racines carrées comme ça, commencer à prendre une certaine logique pour arriver au résultat d'une intégrale comme ça, mais c'est de penser aux fonctions trigonométriques. C'est comme ça. Bon, donc calculer intégrale, généralement, quand on a des fonctions comme ça irrationnelles, hein, enfin, je n'aime pas parler d'irrationalité parce que hein, on peut avoir des nombres rationnels là-dedans. Voilà, quand on a des fonctions irrationnelles, c'est-à-dire avec racine carrée, et je n'aime pas ce terme-là irrationnel pour fonction, parce que comme je viens de le dire, on peut avoir des irrationnels et des rationnels. Donc voilà, je n'aime pas ça. Mais disons que pour des fonctions avec des racines carrées, ben, il faut penser trigonométrie. Il faut penser trigonométrie, fonction usuelle, sinus, enfin fonction usuelle. Je dirais plutôt, enfin ça dépend si on est une fonction de x ou de y ou de z voilà, fonction ou valeur trigonométrique, sinus, cosinus, tangente, ou fonction sinus, cosinus, tangente. Voilà, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il faut penser aussi aux inverses des fonctions trigonométriques. 1 sur cosinus qui est la 50, 1 sur sinus qui est la coséquente. Voilà. Et penser aux fonctions séquentes, coséquentes. Et aussi, on vient de le voir ici, aux fonctions réciproques, des fonctions séquentes et séquentes et coséquentes. Donc, arc séquente, arc coséquente, arc tangente. Voilà. Donc, il faut penser à toutes ces fonctions trigonométriques qui sont, je veux dire, mais souvent méconnues des étudiants, parce que bon, il y a encore d'autres fonctions qu'on verra avec des exponentielles qui sont méconnues des étudiants. Enfin, quand je dis méconnues, c'est surtout moins appliqué par les étudiants. Donc, à ce moment-là, ils ne connaissent pas très bien certaines fonctions spécifiques, hein, que je peux citer. Voilà, verse, pardon, qui est méconnu des étudiants. Voilà, et qui peuvent être des aides pour le calcul, on va dire, le calcul intégral de fonctions contenant des racines carrées. Voilà. Et donc, il faut bien se dire, quand on voit des racines carrées, comment aborder le calcul de primitive ou d'intégrale indéfinie, dire quand on est en présence d'une racine carrée. Comment exploiter, je veux dire, les premiers chemins pour essayer d'avoir une stratégie pour arriver à résoudre un problème tel que, je veux dire, il nous est posé en termes de primitifs de racines carrées. Ben, il faut penser, je veux dire, aux fonctions. C'est un autre domaine des mathématiques, c'est-à-dire le domaine de la trigonométrie où on étudie donc les fonctions sinus, cosinus, tangente, cotangente, inverse cosinus, inverse sinus, inverse tangente, hein, la coséquente, la séquente, l'arc coséquente, l'arc séquente, arc coséquente, arc verse, arc, sinus hyperbolique, etc. Bon, arc cosinus hyperbolique, voilà, arg. Attention qu'il y a aussi arc. Il y a arc et arg. Pas confondre arc et arg.
arg avec un G. Hein, il y a la fonction arg avec un G et les fonctions arc avec un C. Pas les confondre. Donc tout ça, c'est le domaine de la trigonométrie qui peut, je veux dire, qui exploite, je veux dire, ces types de fonctions-là. Et le calcul intégral, bon, fait référence à toutes sortes de fonctions, mais peut faire appel à... Le calcul intégral, tout d'abord, c'est de la... On va dire, fait partie, je veux dire, de calcul différentiel et intégral, hein, qui est une spécificité des branches des mathématiques, hein, c'est calcul différentiel et intégral, mais qui peut faire appel à la trigonométrie. Et voilà, donc on peut sauter d'un autre outil, d'un autre domaine des mathématiques qui peut apporter énormément au calcul intégral qui est le calcul, enfin le monde de la trigonométrie. Le monde de la trigonométrie, c'est pas forcément, je veux dire, euh, calculer des, des, des aspects géométriques des choses, du triangle rectangle, du cercle ou d'une fonction sinusoïdale. Ce n'est pas que ça la trigonométrie. La trigonométrie, elle sert aussi dans le calcul intégral. Et vous voyez, puisque je n'ai fait que dans les annexes du calcul de différentiel et de calcul intégral de, comment est-ce qu'on appelle ça, de fonctions, je veux dire, euh, euh, cyclométriques, trigonométriques, de fonctions réciproques de trigonométrique. Voilà. Je n'ai fait que ça en fait. Voilà. Donc, bien qu'on avait un calcul de racine carrée, mais je n'avais que du calcul de, de fonctions trigonométriques, cyclométriques. Voilà. Maintenant, toutes les annexes sont complètes. Et voilà, autant dire que bon, il y a des calculs intégrales, des calculs de primitives simples, mais il y a des calculs de primitives plus complexes qui demandent, je veux dire, pas mal de connaissances, je veux dire, au niveau de calcul de primitives, de fonctions trigonométriques et autres. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui a fait que je suis tombé sur la en fait, ça s'est, ça s'est imposé de fait. Ça s'est imposé de fait. La trigonométrie s'est imposée de fait. Donc en fait, il faut avoir des connaissances de trigonométrie pour calculer un calcul de ce type-là. Bon, savoir calculer le calcul intégral demande pas mal de connaissances. Bon, parce qu'il y a le calcul de primitifs usuels, de primitifs directs. Bon, ça c'est assez simple, il suffit de faire des applications de formules. Hein. Il y a des calculs où il faut rendre les choses rationnelles. Hein. Il y a des calculs avec des exposants, etc. qu'il faut, hein, je veux dire, que je pourrais voir aussi. Hein. Je veux dire, il y a toutes sortes de types de primitifs, mais c'est pas parce qu'on sait calculer des primitifs, je veux dire, de type direct, mais qu'on sait calculer ce type de primitif qui demande, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, toute une base de connaissances, je veux dire, en arrière-plan, surtout au niveau des fonctions cyclométriques. Donc, une telle primitive n'est pas si facile que ça si on n'a pas les connaissances. D'autant plus si on n'a pas les connaissances. Si on n'a pas les connaissances de cyclométrie, de trigonométrie, hein, fatalement, euh, ce type de primitive, je veux dire, peut, je veux dire, stopper n'importe quelle personne. Maintenant, attention, il existe des tables d'intégration, et là, bon, ceci, on peut le retrouver au travers de tables d'intégration, et essayer de manipuler les tables d'intégration pour essayer de trouver ce que va donner, hein, je veux dire, la réponse, en gros. Donc, une des premières choses à faire aussi, c'est de savoir comment s'orienter, c'est d'aller voir dans une table d'intégration, et de regarder si on sait trouver la réponse à partir de ça. Et si on a déjà la réponse, à ce moment, on sait bien le cheminement plus ou moins qu'il faut suivre pour arriver à la réponse. Parce que si on voit qu'on commence à avoir hein, des fonctions, je veux dire, de logarithme népérien, ben, ça donne ouvrir les yeux. Hein. Si on voit des séquentes, des coséquentes, des tangentes, etc., ça doit nous ouvrir les yeux sur le cheminement à prime abord à aborder pour arriver à, à- à la réponse finale. Voilà. Donc, autant dire qu'il y a des primitifs simples, des primitifs qui peuvent prendre 5 minutes, primitifs qui peuvent prendre 10 minutes, primitifs qu'on peut chercher pendant une demi-heure, mais qui peuvent prendre peut-être 20 minutes, hein, primitifs qui peuvent prendre 1 heure de recherche, alors que bon, la résolution, elle se fait peut-être en 10-15 minutes. Voilà. Mais il y a des primitives qui, bon, hein, si on veut la résoudre, la chercher peut-être prendra peut-être même 3 heures, 4 heures, peut-être plus, hein, ça dépend. Mais l'écriture peut déjà, rien qu'en écriture, prendre 2 heures pour écrire. Vous voyez qu'ici, il y a deux annexes, vous calculez les temps de vidéo,
de chacune des annexes, vous allez voir que j'ai dépassé l'heure l'heure, et d'autant plus que ça a été, je veux dire, fait très vite sans rechercher. Parce que si je devais rechercher ça, bon, ça me prendra encore du temps. Voilà. Voilà. Donc, rechercher, ça prend encore plus de temps, donc ça prend plus d'heures. Plus d'heures. Et donc ici, bon, j'ai su, je veux dire, réaliser les choses en moins de temps possible, en écrivant vite, en essayant d'écrire vite. Et voilà. Voilà. Mais une telle primitive prend, on va dire, 1 à 2 heures de recherche. C'est ça que je veux dire par là. Voilà. Quand je dis 1 heure à 2 heures de recherche, c'est avec l'écriture au propre. Avec l'écriture au propre de tout ce qui est fait. Et la preuve en est, allez calculer les temps de vidéo des 10 annexes pour calculer ce type de primitive. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette primitive-là. Et peut-être j'aurai une autre primitive à calculer de cet ordre-là que je ferai en différentes annexes. Peut-être à l'avenir. Voilà, je vous remercie beaucoup.